Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion de clustering. Mais d'abord, une petite histoire. Pourquoi tu es en colère, Cookie Connecté? Quoi? Ces serveurs ne veulent pas que tu fasses partie de leur cluster? Mais on n'a jamais vu de cookies dans un cluster de serveurs, voyons. Bon, laisse-moi t'expliquer le clustering. Cluster signifie groupe ou grappe en français. Il désigne un groupe de serveurs vu de l'extérieur comme un seul et même serveur logique. Le cluster répond à un double besoin. D'une part, les demandes de traitement des applications en augmentation constante auxquelles un seul serveur peut difficilement répondre, et d'autre part, une demande forte de haute disponibilité des applications. C'est ce besoin de haute disponibilité qui amène à la redondance des serveurs pour garantir à la fois la continuité des services, mais aussi pour se prémunir des pannes. Voyons maintenant les différents types de clustering. Il y a d'abord le cluster actif-passif. Le principe est de doubler un serveur avec un second serveur similaire. Dans le cluster actif-passif, les deux serveurs sont démarrés, mais seul un serveur traite les requêtes. C'est le serveur actif. L'autre serveur, bien que démarré, est en sommeil. C'est le serveur passif. À noter que le cluster actif-passif répond à un besoin de disponibilité, mais pas un besoin de montée en charge. Le second type de cluster est le cluster actif-actif. Le principe est de redonder le serveur actif avec d'autres serveurs similaires. Comme son nom l'indique, dans un cluster actif-actif, tous les serveurs sont actifs. La charge de travail est donc répartie entre ces serveurs actifs. Si un serveur du cluster tombe, ce sont les autres serveurs qui doivent prendre le relais et supporter une montée de charge pour compenser la défaillance du serveur indisponible. Par rapport au cluster actif-passif, le cluster actif-actif permet de gérer la montée en charge. Ensuite, le cluster actif-actif permet d'avoir une meilleure disponibilité puisque le cluster repose sur plusieurs serveurs et non plus que sur un seul serveur. Par contre, la mise en place d'un cluster actif-actif est plus complexe puisqu'il faut gérer des problématiques de concurrence pour les bases de données et des sessions utilisateurs pour les serveurs d'application par exemple. Bien plus, le cluster actif-actif requiert une répartition de charge entre les différents serveurs actifs. On parle de load balancing en anglais. Cette répartition de charge peut être soit statique, soit dynamique. Dans le load balancing statique, la répartition de charge est décidée en amont avant le déploiement des serveurs. Par exemple, le serveur A est réservé aux utilisateurs français et le serveur B aux utilisateurs britanniques. La répartition peut ainsi se faire selon différents critères, la localisation, comme pour l'exemple que l'on vient de voir, le département, par exemple un serveur pour les personnes de la finance et un autre pour les commerciaux, ou encore par adresse IP. Dans ce cas, chaque groupe accède à l'application via des points de connexion spécifiques au travers d'URL dédiés. Dans la répartition statique, l'utilisation d'un équipement technique pour la répartition de charge n'est pas nécessaire. Ce type de répartition est assez courant pour les applications web, mais plus rarement pour les bases de données en raison des problématiques de synchronisation qu'il entraînerait. Trois caractéristiques importantes de la répartition de charge statique. Les clients sont toujours reliés au même serveur. La répartition de charge n'est pas forcément équilibrée entre les serveurs. Imaginons par exemple qu'il y a beaucoup plus de Britanniques qui accèdent à l'application. Le serveur dédié en question est alors surchargé par rapport à l'autre. Il est impossible de gérer la disponibilité car si un serveur tombe, les utilisateurs rattachés ne pourront pas accéder à l'application. Il est certes possible de doubler tous les serveurs en actif-passif, mais cela augmente considérablement le coût de l'infrastructure. Passons maintenant à la répartition de charge dynamique. Ce type de load balancing repose sur l'utilisation d'un load balancer ou répartiteur de charge en français. Il s'agit d'un équipement spécialisé dans la répartition de charge entre les différents serveurs. Le répartiteur de charge vérifie aussi que les différents serveurs du cluster sont bien disponibles pour éviter d'envoyer des requêtes vers des serveurs indisponibles. Mais le déploiement du répartiteur de charge seul n'est pas suffisant. En effet, il faut que le mode de fonctionnement du cluster soit réfléchi avant. Par exemple, est-ce que certaines requêtes doivent être traitées par un serveur en particulier ? Est-ce que toutes les requêtes sont envoyées indifféremment à n'importe quel serveur du cluster? La répartition de charge dynamique est caractérisée par 3 points. La répartition de charge entre les serveurs du cluster se fait de manière précise. L'indisponibilité d'un serveur n'entraîne pas l'indisponibilité de l'application. Et la répartition de charge se fait de manière transparente pour l'utilisateur, puisque les utilisateurs ne sont pas reliés au même serveur. Enfin, le load balancing propose des algorithmes pour gérer la répartition de charge. Je vais vous présenter les 3 algorithmes les plus utilisés. Il y a d'abord le round robin. Une requête est envoyée au premier serveur, puis une au second, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Puis un tour est recommencé avec une première requête au premier serveur, et ainsi de suite.
Ensuite, on a le round robin pondéré. Dans ce cas, la répartition de charge est pondérée en fonction du serveur. Par exemple, ici le serveur A se voit attribuer un poids de 1 alors que le serveur B a un poids de 3. Dans ce cas, 25% des requêtes iront au serveur A et 75% au serveur B. Cet algorithme est adapté pour des serveurs qui n'ont pas la même puissance de traitement ou dans certains cas où des serveurs supportent plus de fonctionnalités. Enfin, il y a l'algorithme de least connection ou l'algorithme de moins de connexion en français. Dans ce cas, le répartiteur de charge assigne davantage de requêtes au serveur qui en exécute le moins. Enfin, terminons cette vidéo avec deux notions de tolérance aux pannes. Tout d'abord le failover, qui est le transfert d'un processus d'un serveur à un autre sur le cluster en cas de défaillance. Et le failback, qui est la capacité de réintégrer dans un cluster un serveur qui a été retiré suite à une défaillance. Sans failback, il faudrait arrêter et redémarrer l'ensemble du cluster pour réintégrer le serveur défaillant. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusque-là. Si c'est votre première vidéo Cookie Connecté, abonnez-vous pour ne pas en rater d'autres. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter ou sur mon site. Enfin, voici des vidéos sur d'autres sujets qui devraient vous intéresser. À bientôt!